Bienvenue à tous. Lettres, courriers ou colis en tout genre, vous l'aurez compris, Tout compte fait s'intéresse aujourd'hui au bouleversement du secteur de la livraison, car le marché, vous allez le voir, est en pleine mutation. On est ici dans l'un des centres de tri postaux les plus importants de France, où près de 8 millions de plis sont traités chaque jour. Et pourtant, depuis peu, la Poste doit faire face à une nouvelle concurrence avec l'émergence de nouveaux acteurs. Le métier de postier est contraint de se réinventer. Il se transforme, il passe aussi en mode écolo. On le verra notamment tout à l'heure avec un grand reportage sur le retour de la livraison fluviale. C'est les courageux du samedi. Voilà ton poulet. La belle veste, c'est déjà très original, mais surtout ça fait moins de transport sur les routes. Ouais. Mais d'abord, notre enquête sur ce que l'on pourrait appeler l'ubérisation de la livraison. Un peu sur le modèle des taxis. Désormais, vous allez le voir, n'importe qui peut s'improviser livreur. Le marché est en plein boom, dans la restauration à domicile notamment. De nouvelles startups ont investi le secteur. Les livreurs peuvent parfois gagner jusqu'à 30 € de l'heure. Comment ? Qui sont ces nouveaux acteurs qui chamboulent le marché? Et les conditions de travail sont-elles toujours respectées? L'enquête est signée Hakim Abdelkader. Thomas travaille dans la finance, mais ce soir, il va jouer les livreurs occasionnels pour la première fois. C'est une commande un peu spéciale. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors j'aurais souhaité 3 Beaufort Shade Alpage 200 grammes et 3 Roquefort Carl 200 grammes. Très bien. C'est pour un particulier qu'il ne connaît pas et qui vit à Londres. Un compatriote français qui profite du voyage de Thomas dans la capitale britannique pour se faire livrer un peu de fromage. Merci à vous. Passez une bonne journée. Bon voyage. Pour ce petit service rendu, Thomas touchera une commission de 10 €, de quoi amortir un peu le prix de son billet de train. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à bord de cet Eurostar. Avant, on se rendait ce service entre amis. Globshop, une plateforme d'annonces entre particuliers, permet à des inconnus de faire affaire ensemble. Rapporter une console de jeux vidéo des États-Unis, la dernière manga du Japon, presque tout est envisageable. Un livreur peut gagner jusqu'à 25 € par colis. Et si j'ai 2-3 commandes, très vite ça peut rapporter un petit peu d'argent, donc là c'est 10 € pour juste une commande. Donc ça peut devenir très vite financièrement intéressant. Et ça fait toujours plaisir de faire plaisir à un Français à l'étranger. Thomas a prévu de passer tout le week-end à Londres. Seule petite contrainte samedi après-midi, devoir faire un détour par le célèbre quartier de King's Cross, où il a rendez-vous avec Raphaël Zenou, son client, l'amateur de fromage. Raphaël. Salut Thomas. Salut Thomas. Enchanté. Enchanté également. Globeshopper, je te remets ton fromage. Super. Écoute, voilà. Alors je crois que je dois te donner le code. Ouais, exactement. Alors, donc le code est 5D9. C'est quoi ce code, Thomas, dont vous avez besoin? C'est le code pour valider la transaction, donc comme quoi j'ai bien donné le produit et du coup le paiement est effectué sur mon compte. Donc comme ça, pas de risque. Voilà, félicitations, vous avez conclu et l'argent est crédité. Voilà. Le collaboratif au service de la livraison. Ça marche. Salut. Peut-être à bientôt. À bientôt, ciao. Ce n'est que le dernier symbole d'un secteur en pleine mutation. Car de plus en plus de particuliers s'improvisent livreurs. Ils sont étudiants, chômeurs ou même artistes. Ils envahissent toutes les grandes villes d'Europe avec leur vélo. Terminez les traditionnels sushis, oubliez les éternelles pizzas commandées. Désormais, on peut se faire livrer des dizaines de bons petits plats parfois dignes de grands restaurants. Derrière ces coursiers, on trouve des noms comme Foodora, Deliveroo ou encore Take It Easy. Des sociétés de livraison de repas à domicile allemandes, belges et anglaises qui s'affrontent à coups de dizaines de millions d'euros pour investir un marché qui s'annonce juteux. Comment fonctionne-t-elle? Qui sont ces transporteurs d'un nouveau genre? Et quelles sont leurs réelles conditions de travail? Plongé au cœur d'un business évalué à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ce matin-là, à Paris, Martin Petit s'apprête à commencer sa journée de travail. À 27 ans, il fait partie de cette nouvelle génération pour qui changer de job n'est pas vraiment un problème.
Martin est guide touristique d'habitude. Il traîne les étrangers dans Paris à bord de sa 2 chevaux. Mais à cause des attentats, il a vu son activité chuter. Alors en plus, 3 heures par jour, il enfourche maintenant son vélo, prêt à livrer des repas à l'heure du déjeuner. L'intérêt de ce travail, c'est que bon, bah déjà, ça me permet de gagner mieux ma vie parce que c'est un à côté, tout en faisant du sport, en étant complètement autonome parce qu'à part l'application, on n'a aucun contact avec des managers. Comme tous ses collègues, Martin est un livreur indépendant. Il choisit librement son planning. Généralement, il décide de se poster au pied de l'Opéra, au cœur de la capitale. Son vélo lui appartient. Le reste, la tenue, les sacs de livraison sont fournis par Take It Easy, la société qui fait appel à ses services. Le salaire de Martin dépend ensuite du nombre de courses qu'il pourra effectuer durant les 3 prochaines heures. Un shift dans le jargon. Donc voilà, là-dedans. Chambre à air de secours, voire 2. Parce que je me suis aperçu qu'on pouvait crever 2 fois en un shift. Ça m'est arrivé dimanche. Démonte pneus. Bien sûr, la pompe à vélo. Martin travaille pour l'un des 3 leaders du secteur. Là, alors on va voir. Voilà, donc là on est au tout début. On voit que 19% des livreurs sont occupés, qu'il y a 27 livraisons en attente. Et là, ça me donne mon nombre de livraisons durant ce shift, à savoir 0. S'il se poste au centre de Paris, c'est parce que dans ce quartier, il y a énormément d'employés qui ne prennent pas de pause pour le déjeuner. D'ailleurs, à peine connecté. Et voilà, là on est sur la page d'accueil. Ah ben voilà, tout de suite une livraison. Donc voilà, ça sonne assez fort. Là on a le numéro de la livraison. Je l'accepte. Nous allons rue de Turbigo, Cantine California. Et c'est parti pour 3 heures non-stop de vélo. Pas question de perdre du temps avec les restaurateurs. Ouais, c'est la numéro 48, s'il te plaît. Super, merci. L'application calcule même le temps qu'il doit mettre. Par exemple, 7 minutes pour cette course. Bonjour, j'ai une livraison pour Colline. Oui, c'est moi, merci beaucoup. Ben, je t'en prie, bon appétit. Merci. Martin est payé 7,50 € la livraison. Ouais, c'est ça, merci beaucoup. Le jeune homme doit donc faire un maximum de courses entre 11h30 et 14h30. En général, il parcourt 40 km. Prenez pas trop de risques. Non, 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 il faut pas se... faut respecter le code de la route. Et surtout, bah, faire gaffe, quoi. Mais si on est prudent, voilà, il faut pas risquer sa vie pour un burger, quoi. Voilà, madame. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Et puis, bah, à très bientôt. Ce jour-là, Martin livrera 8 repas. Il gagnera donc 60 € en 3 heures. Super, merci. À bientôt. En un mois de travail, il dit obtenir l'équivalent d'un SMIC. Et comme lui, ils sont désormais des milliers de livreurs indépendants à se lancer dans ce nouveau métier. Toutes les grandes villes françaises assistent au même phénomène. La plupart de ces livreurs ont le statut d'auto-entrepreneur, mais sont-ils bien protégés? Faut-il s'inquiéter de cette nouvelle armée de jeunes indépendants? Le vélo de Jérôme Pimaud est son meilleur atout depuis 1 an et demi. Ancien chômeur, il a retrouvé du boulot grâce au business de la livraison des repas à domicile. Mais quand il s'est cassé le poignet en tombant de vélo lors d'une livraison, il a vite touché du doigt la précarité du système. Je suis tombé sur le boulevard Magenta pour éviter un piéton qui était sur la piste cyclable. Je suis tombé, je me suis cassé le poignet. Donc je les ai appelés pour me déconnecter parce que j'étais en livraison. Et ils m'ont dit, bon bah ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon écoute, soigne-toi bien, à bientôt, bon courage, bon rétablissement. C'est tout. Donc après... Vous êtes assuré? Ou l'entreprise vous assure? Non, l'entreprise ne assure pas, non. Non, l'entreprise ne nous assure pas. D'après Jérôme, les assurances comme les taxes seraient toutes à la charge des coursiers auto-entrepreneurs. Tous ces livreurs seraient donc au final une main-d'œuvre bon marché, très facilement remplaçable pour les sociétés de livraison comme Foodora, Take It Easy
et Deliveroo. Car dans un marché de l'emploi bloqué, ce n'est pas le nombre de candidats livreurs qui manque. L'autre raison pour que ce modèle économique fonctionne, c'est l'offre. Et faire grandir l'offre, c'est justement le job de Sébastien. Donc on va aller voir Omabap, qui est un nouveau restaurant coréen qui vient d'ouvrir il y a un mois et demi, qui est plutôt un resto sympa, qui fait de la bonne cuisine. Bonjour. Bonjour. Je suis Sébastien de Take It Easy. Bonjour Eric. Enchanté. Bonjour. Vous avez ouvert il y a combien de temps ici? Ça fait un peu moins d'un mois. Un peu moins d'un mois, d'accord, j'avais un mois et demi en tête. Est-ce qu'on peut visiter un petit peu le restaurant? Donc les cuisines sont... L'équation est simple. Plus on propose de restaurants différents, plus on a de chance d'avoir des clients. Sébastien est commercial et ils sont 4 comme lui à essayer de draguer les restaurateurs. Vous avez un autre restaurant avant ou... Oui, j'avais un restaurant à Boulogne-Billancourt. D'accord. Dans le même... Ok, d'accord. Et donc là, vous avez gardé le chef ou... D'accord. Sébastien a un argument imparable. D'après ses chiffres, un restaurant qui signe chez lui voit son volume d'activité croître de 20%. Voilà, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais d'abonnement, il n'y a pas de frais de résiliation. L'idée, c'est de marcher à la commission. Donc on prend une commission sur chacune des ventes. La commission qui est de 30% sur le total des commandes. 30% de commission, c'est énorme. Mais visiblement, cela doit tout de même être rentable. Du coup, alors... Et sur les 30%, vous arrivez quand même à gagner un petit peu d'argent? C'est le principe, en fait. On va voir comment... Enfin, on va réfléchir, mais oui. Si on se lance, oui. Mais comme souvent, la restauratrice va tenter de négocier. Par rapport à la commission, c'est régulable ou c'est fixe? Alors, la commission, elle est fixe de 30%. Ensuite, si vous désirez, par exemple, travailler avec nous en exclusivité, donc c'est-à-dire de ne pas travailler avec un autre partenaire, moi, je peux regarder si on peut faire un effort sur la commission. Si elle ne travaille pas avec les concurrents, elle gagnera un petit peu plus. Mais pour Sébastien, la marge de négociation est très faible. Une fois le livreur payé, la société de livraison ne gagne qu'1,50 € par commande. Tout le modèle économique de ces entreprises repose donc sur les volumes. Sébastien peut ainsi visiter 8 à 10 établissements par jour. Le marché de la livraison des repas à domicile connaît une croissance fulgurante, plus 500% par an. De quoi attiser l'appétit d'un nouveau rival, et il est redoutable. Uber, la compagnie qui a révolutionné le monde des taxis et qui vaudrait aujourd'hui 50 milliards de dollars, vient de se lancer sur le marché avec Uber Eats. Et comme Uber ne fait rien comme les autres, sa promesse est à peine croyable. Ne plus faire attendre les clients et pouvoir livrer certains plats 3 à 4 fois plus vite que les autres en 10 minutes chrono. Il est à peine 10h30 du matin et dans les cuisines de ce restaurant parisien, c'est déjà le coup de feu. Pour Rachel, la gérante d'origine américaine, il n'y a pas une minute à perdre. L'objectif, c'est de faire 131 Cali Burger dans un créneau de 1 heure. Et, 130 burgers en 1 heure. 131. Et le but, c'est de les garder chauds, frais, chauds, et livrer chez les clients chauds. Voilà. En quelques minutes, les 131 hamburgers sont emballés, empaquetés et mis au chaud dans ces sacs spéciaux qui permettent de garder les hamburgers à une température de 65 degrés. C'est ça le pari incroyable d'Uber, préparer des centaines de repas avant même qu'ils ne soient commandés par les clients pour tenir la promesse d'une livraison en 10 minutes. C'est Vincent Monia-Duclos. Bonjour Rachel. Le directeur des opérations d'Uber Eats, qui a mis au point cette stratégie pour être en mesure de doubler la concurrence. Là, le premier bag, ces sacoches, donc on les met à disposition du restaurant. Mais est-ce que du coup, c'est pas des plats un peu réchauffés qu'on a le sentiment d'avoir? Non, pas du tout. Alors ces plats sont cuisinés, j'ai envie de dire, à minute au restaurant et sont maintenus en température pour être sûr qu'on n'ait pas, dans le processus de livraison, et notamment en hiver en ce moment, une perte de température. Par contre, il n'y a absolument pas de réchauffage du plat.
Quelques minutes plus tard, un livreur vient chercher les sacs qui seront ensuite répartis dans tous les endroits stratégiques de la ville. Anwar Zagoudi s'est posté avec son scooter près de République. À l'arrière, donc aujourd'hui j'ai les 3 plats différents proposés chaque jour. J'ai un lunchbox riz, rouge, lentilles. J'ai un bol poulet thaï, le bichat, et un Rachel's Burger. Ça reste chauffé aussi. Ça reste chauffé. En fait, c'est un port allume-cigare qui est branché au fond du caisson et qui permet de garder au chaud la nourriture. Des grands classiques qui trouvent en général preneur et un coût de livraison réduit au minimum. Voilà comment la société entend tenir sa promesse des 10 minutes. Le marché de la livraison des repas à domicile n'en est qu'à ses débuts. Selon certaines estimations, il devrait peser très lourd d'ici à quelques années. En Europe, il pourrait même représenter 15% du chiffre d'affaires de la restauration, soit, tenez-vous bien, 90 milliards d'euros. Alors il y a ces nouveaux acteurs qu'on vient de découvrir, mais aussi la baisse du courrier traditionnel, comme ces milliers de lettres. C'est l'autre élément qui bouscule le marché de la livraison et qui force la Poste à se moderniser, à se réinventer. Élément le plus marquant, le plus visible sans doute, le changement de métier des facteurs. Ils sont aujourd'hui multitâches, service à la personne, livraison de médicaments ou encore régie urbaine. Portrait de ces nouveaux facteurs avec Elisa Jadot. Avant, pour garder le contact et donner des nouvelles, on s'écrivait des lettres. Mais depuis l'arrivée des portables et d'Internet, les emails et les SMS, tout a changé. Aujourd'hui, même les factures, les amendes, les relevés de compte sont électroniques. C'est ce que l'on appelle la dématérialisation du courrier. Un phénomène qui inquiète la Poste. Il y a encore 2 ans, le département courrier représentait les 3/4 de son activité. Mais si ça continue comme ça, le service historique de la Poste ne sera bientôt plus rentable. Le manque à gagner est considérable. Du coup, l'entreprise doit se réorganiser. Il faut dire que de tout temps, on s'est toujours fait du souci pour nos facteurs. Et déjà en 1956... Le facteur rural aux robustes pointures va-t-il entrer au musée? Verrons-nous encore longtemps cette silhouette habituelle des chemins de campagne? L'administration bienveillante veut moderniser le facteur. On a commencé... Depuis plus de 4 siècles, la Poste doit se remettre en question régulièrement. Et aujourd'hui, pour les 70 000 facteurs qui restent, le métier change. Bonjour. Livraison de médicaments, nettoyage des rues et même relevé des compteurs. La Poste propose tout un tas de nouveaux services. Alors les facteurs ont-ils encore de l'avenir? 7 h du matin, à l'heure où la ville de Roubaix se lève, Bruno, lui, est déjà sur le chemin du travail, prêt à prendre du service. À 59 ans, il a toujours vécu ici et chez lui. Être facteur, c'est une histoire de famille. J'ai mon grand-père qui était facteur aussi après la guerre. Il est parti en retraite en 1959 et mon papa il était rentré à la Poste en 1960. Bruno a commencé il y a 25 ans. Mais depuis 2 ans, il débute chaque journée dans ce centre de tri flambant neuf. Pour faire des économies, la Poste a supprimé les petits bureaux de quartier. Du coup, tous les facteurs de Roubaix se retrouvent ici. Bonjour mon Ronald. Oui, belle. Ils sont 54 et ils distribuent le courrier 6 jours sur 7, sauf le dimanche. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est le courrier qui a été trié pour ma tournée à moi-même. Une machine trie automatiquement les 40 000 lettres qui arrivent chaque jour dans ce centre. Salut Bruno. Et une fois son courrier récupéré, Et toi? Bien. la deuxième tâche de Bruno, Vous faites les colis aussi? Les petits paquets. Tout ce qui est petits paquets, on les prend avec. Et vous choisissez les casiers au Non, hasard, je comprends non, non, non. pas comment ça se passe. Chaque tournée est enregistrée, il y a un numéro de tournée.
Et à chaque fois, on ramasse notre tournée à nous. Et Vous êtes quel numéro? la numéro 41. Donc moi, je ramasse que la 41. Aujourd'hui, Bruno a 700 lettres et factures à distribuer. Il a 2 heures devant lui pour les mettre en ordre et ainsi perdre le moins de temps possible lors de sa tournée. Salut mon ami. Bon, ça va, ils sont là, ils sont là. Bonjour, c'est Rick. Mais l'ambiance n'est pas toujours à la rigolade, car ces dernières années, les facteurs ont moins de courriers à distribuer. Depuis quelque temps, leur avenir semble même incertain. Ça nous inquiète quand même. Hein. Qu'est-ce qui vous inquiète? À voir qu'il y a une baisse de trafic et que si on ne trouve pas du travail supplémentaire, ça risquerait à long terme de faire des plans sociaux à la Poste. Ah, vous pensez? Ouais. Personnellement, moi j'y pense. À la Poste, 10 000 emplois de facteurs ont été supprimés en moins de 2 ans. Partout en France, un départ à la retraite sur 3 n'est pas remplacé. À 200 km de là, Friville-Escarbotin en Picardie. Olivia est factrice depuis seulement 5 ans. Ici à la campagne, il y a 54 facteurs comme à Roubaix. Mais le territoire est beaucoup plus vaste. Chaque couleur correspond à une rue. En principe, c'est segmenté par village parce qu'il y a plusieurs villages. Et par case, il y a 1 ou 2 maisons, selon si le client a beaucoup ou pas de courrier. Olivia connaît sa tournée sur le bout des doigts et chaque habitant qui se trouve sur son passage. Moi, j'ai une mémoire photographique, je reconnais la personne devant sa maison, je la visualise comme ça. La jeune factrice n'a pas le même statut que Bruno. Elle n'est pas fonctionnaire. Elle fait partie des nouveaux contrats privés de la Poste. Et pour elle, les règles du jeu ont changé. Car pendant sa tournée, pour éviter de payer les heures supplémentaires, la Poste lui impose un minutage drastique. Bonjour. C'est pour ça qu'elle court. Voilà, bonne journée. Au revoir. Donc c'est speed? Ah oui, moi je suis assez speed. Elle ne prend aucune pause déjeuner. Chacun de ses arrêts est chronométré. Elle a 5 secondes pour distribuer une lettre classique. J'ai une lettre commandée. Ah bon? Et à peine 30 secondes Avec votre doigt, pour faire signer un recommandé. Je le perds souvent. Merci. Et puis, sur papier, s'il vous plaît. Donc, oui, là. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Malgré la baisse du courrier, le rythme des facteurs s'est accéléré. Car depuis quelques mois, la Poste demande à ses employés d'accomplir de nouvelles missions, en plus de leur travail. Il est 9 h du matin à Roubaix. Bruno a fini son tri. Il s'apprête à entamer sa tournée. C'est le plus gros de son travail. En ville, la tournée se fait à vélo. Ça, c'est votre fidèle compagnon? C'est mon compagnon, mon grand compagnon. Ah, mais c'est un vélo électrique, vous pédalez pas? Assistance électrique, c'est pas un électrique. On pédale quand même. Hein. Et ça nous aide beaucoup parce qu'avec les kilomètres qu'on fait... Bruno fait presque 13 km par jour. La même tournée depuis 15 ans. Il passe à la même heure, aux mêmes endroits. Un peu de lecture. Merci. Vous appréciez le facteur, le voir tous les jours, qui vient amener le courrier? Ah non, tous les jours non, parce que j'aime pas de le voir tous les jours. Et je veux bien le voir, mais quand je dois rien payer. Mais si j'ai trop de factures et tout ça, ben, j'ai mon temps pas le voir. C'est bien sûr. Bruno est fonctionnaire. Mais à lui aussi, la Poste lui a demandé de participer à l'effort de guerre. Depuis quelques mois, il a une nouvelle mission à accomplir lors de sa tournée. Grâce au smartphone que son employeur lui fournit. Vous passez un coup de téléphone? Non, je vais prendre une photo d'un détritus, quoi, de quelque chose qui ne doit même pas rester là, un encombrant. Bah, vous n'êtes pas éboueur ou vous êtes facteur?
Alors notre mission aujourd'hui à la poste de Roubaix, on a un contrat avec la ville de Roubaix que tous les obstacles qu'on rencontre, des encombrants, aussi bien un trou, un arbre qui va se casser la figure, un lampadaire, une plaque d'égout cassée qui a du danger pour les gens. Parce qu'ici, les enfants jouent, on ne sait jamais, ils peuvent venir jouer là-dessus, se blesser. Donc ce qu'on fait, on prend une photo qui va être retransmise directement à Vivacité. Et eux, dans les plus brefs délais, vont venir faire enlever l'appareil. Avec le soleil. La mairie voulait faire des économies. Elle a donc supprimé le ramassage des encombrants. Alors maintenant, elle compte sur les facteurs pour surveiller et faire remonter l'information lorsqu'il faut intervenir. Voilà. Donc il localise, vous envoyez la... C'est localisé. Je l'envoie. Elles disent merci de votre contribution à l'amélioration de la qualité de vie à Roubaix. Une contribution que la mairie de Roubaix rémunère 750 € à la poste. Bruno, lui, ne touche pas un centime de plus. Au début, il était un peu réticent, mais comme la plupart des 72 000 facteurs en France qui ont reçu ce smartphone, il s'est pris au jeu. Un système de vigilance qui, vous allez le voir, permet même à la mairie de gagner de l'argent. Chaque semaine, les agents municipaux traitent plus de 60 photos. Celle prise par Bruno vient tout juste d'arriver. Un vélo d'appartement, volume du dépôt 1 m3. Avant, les équipes de terrain faisaient des rondes tous les jours pour trouver les zones à nettoyer. Grâce aux photos des facteurs, ils font désormais des économies. Ouais, ça vient. Déjà, c'est un gain de temps pour nous, étant donné qu'au lieu de chercher dans Roubaix, de retrouver les dépôts, on est averti directement, donc ça nous fait aller directement sur le dépôt, quoi. Ça nous évite de tourner. Un gain de temps, un gain d'essence, de carburant. Ça nous fait à 100% de gain, quoi. Les deux agents de terrain ont accepté d'être filmés, mais ils ont souhaité rester anonymes, car ils sont parfois amenés à intervenir dans des zones sensibles, où ils ne sont pas toujours les bienvenus. Première intervention de la journée, dans la cité HLM, où Bruno a photographié le vélo la veille. Il y a encore un, non? Bah non. Vous l'avez dit, ça, qu'il allait disparaître. Il n'y a plus rien. Pourquoi, à votre Non. avis? Bah, ça a été ramassé. Hein. Ça a été récupéré ou ça a déjà été enlevé. Manifestement, des ferrailleurs se sont déjà servis. Chaque jour, ces agents se rendent sur une trentaine de lieux. Et la prochaine cible a été photographiée par un autre facteur, un collègue de Bruno. Et cette fois, ils ne vont pas faire chou blanc. Qu'est-ce que vous faites là? Je tire un cliché de photo par rapport au panneau qu'il est interdit de déposer des déchets. C'est punissable d'une amende. Ces agents municipaux sont assermentés. Ils peuvent donc procéder à des fouilles à l'intérieur des sacs poubelles. Ils recherchent un indice pour trouver qui a déposé ces détritus. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Une pièce avec le nom, l'adresse de la personne qui l'a déposé. Donc mon travail à la suite, c'est que je vais ramener la preuve au bureau, remplir un procès verbal et elle aura une amende. Pour ce type de délit, les amendes peuvent aller de 150 à 450 €. Grâce à la collaboration des facteurs, le nombre de PV dressés a doublé en seulement un mois. La Poste a déjà testé une vingtaine de missions comme celle-ci. Et il n'y a pas que les fonctionnaires qui sont mis à contribution. Dans les zones rurales, la Poste a développé de nouveaux services à destination des plus âgés. Visite à la personne, installation de décodeurs TNT et même des partenariats avec certains commerçants. Du coup, Olivia aussi est devenue une factrice multitâche. D'habitude, Olivia passe chez ce pharmacien pour y déposer du courrier. Mais pour la première fois, elle va y accomplir une autre mission. Naturellement. Je vais récupérer les médicaments de monsieur. Alors, je vais vous D'accord. donner le petit Voilà. bon à signer. Merci beaucoup. Il y a 2 mois, la Poste a passé un contrat avec ce pharmacien. Moyennant 4,20 € le paquet, il peut faire livrer ses médicaments directement chez ses clients.
Et c'est Olivia qui s'en charge. D'accord, donc on est le 10. C'est assez surprenant d'avoir une factrice qui vient chercher des médicaments. Oui, et c'est bien pratique. Mais là, en l'occurrence, je sais pas, le monsieur ne peut pas se déplacer peut-être? Non, il ne peut pas se déplacer et puis ça nous facilite la tâche. On n'a pas besoin de nous déplacer chez les patients. Parce qu'habituellement, c'était vous qui y allez? Non, je sais. Oui, c'était nous. Ça vous arrivait d'aller... Ça nous arrivait d'y aller et notre travail, c'est de faire du soin, c'est pas de... Oui, j'imagine. D'accord. Donc la Poste est mieux habilitée à faire ce petit travail. Pas de souci. Donc 500 pharmacies utilisent déjà ce service, dans l'espoir de développer leur clientèle. Pour Olivia, en revanche, ce sera du temps passé en plus sur sa tournée. Bonjour madame, je vous apporte les médicaments, monsieur. Voilà, donc il y a juste une petite signature à faire, s'il vous plaît. Donc il faut que je détache le bordereau. Je vous ai amené le courrier en même temps. Ça vous surprend, madame, de voir une factrice vous apporter des médicaments? Qu'est-ce que ça vous fait? Et c'est bizarre, en principe, c'est jamais les facteurs qui apportent les médicaments. C'est une personne de la pharmacie, d'habitude, qui vous amène les médicaments. C'est moi qui vais les chercher. C'est vous qui allez les chercher. C'est parce qu'il manquait un médicament. Après, les facteurs, ils ont le double travail aussi. C'est pour pallier à la baisse d'activité du courrier, en fait. Et un jour, il n'y aura plus de facteurs? Oh, si, quand même. Ça se on ne va pas disparaître quand même. Donc, signature destinataire. Là, madame. S'il ne disparaît pas, le facteur verra toutefois son rôle changer, Oui, voilà. sans qu'Olivia et ses collègues n'aient vraiment leur mot à dire. Les tournées ont été rallongées. Est-ce que, du coup, votre salaire aussi a été rallongé? Ah non, pas le salaire. Non, non. Ça n'a rien à voir avec le salaire. Toutes les organisations n'ont aucun impact sur le salaire. La baisse du courrier ampute sur le budget de la Poste un demi-milliard d'euros chaque année. Pour compenser ce manque à gagner, de nouveaux emplois seront sûrement supprimés. Dans le même temps, l'entreprise prévoit de diversifier encore plus l'activité de ses facteurs. On vous emmène maintenant en voyage, un voyage au fil de l'eau, car c'est l'autre élément qui bouleverse le secteur de la livraison, le retour du transport fluvial par bateau et par barge. Le gouvernement en a fait l'une de ses grandes priorités. Ça tombe d'ailleurs plutôt bien, puisque la France est le pays qui compte le plus grand nombre de voies navigables en Europe. Certaines enseignes de la grande distribution en ont d'ailleurs fait un moyen pour approvisionner leurs magasins. Alors qui sont ces nouveaux bateliers? Comment fonctionne ce nouveau marché quand les péniches remplacent les camions? Grand reportage signé Wendy Binden. Au petit jour, à Clé-Souilly, en Seine-et-Marne, la tranquillité du canal est à peine perturbée. Ça, ouais, ça va à Paris. À tout, même les glacières, tout. Ah. À 40 ans, Christelle dirige le marché sur l'eau. Mais les freins, pour pas que ça tombe dans l'eau, parce que ça serait dommage. Une association qui vend des paniers de fruits et légumes des producteurs du coin. Alors là, vous avez tout ce qui touche les fruits. Donc vous avez les pommes, les poires en ce moment. Parce que la particularité de marcher sur l'eau, c'est de prendre des légumes et des fruits de saison. Christelle a fait le choix de tout livrer par bateau. Bon, c'est parti. Direction Paris. Bon, j'espère que j'ai rien oublié. Pour Christelle, le samedi matin et cette traversée en bateau, c'est le meilleur moment de la semaine. On dit que la journée elle appartient aux personnes qui se lèvent tôt. Ben, je pense qu'elle nous appartient cette journée aujourd'hui. Si elle part si tôt, c'est parce que sur ces canaux, la vitesse est limitée à 6 km/h. Donc là, on est parti pour une trentaine, un peu plus de 30 km. Et on va mettre 3h30. Donc c'est beaucoup moins rapide aussi qu'une voiture ou qu'un camion. Moins rapide peut-être, mais avec le bateau, elle peut transporter 2 fois plus de marchandises qu'en prenant un camion. Et en chemin, la barge va s'arrêter 2 fois. Bonjour Claude, ça va? Une solution écolo qui séduit. Elle est aujourd'hui la seule à faire ce type de livraison.
C'est les courageux du samedi. C'est la première fois qu'on se voit. Anne, un Hollandais en tenue fluo, vient récupérer sa toute première commande. Voilà ton poulet. La belle bête, c'est combien? Voilà, donc 1,8 kg. Voilà. Un poulet qui ne va pas lui coûter plus cher, 10 € le kilo. On voit ça mardi. C'est déjà très original. On arrive dans un endroit où c'est beaucoup plus agréable avec la verdure, l'eau, mais surtout ça fait moins de transport sur les routes. Christelle va encore faire 1h30 de navigation pour rejoindre le cœur de la capitale, où des amis l'attendent de pied ferme. Cela fait 3 ans qu'elle fait le voyage tous les samedis. Hop là. Alors pourquoi le choix du bateau? Parce que c'est innovateur, parce qu'on est tous passionnés du canal et qu'on a envie de redonner la vie à ce canal qui a été longtemps abandonné. Aujourd'hui, ils sont 300 adhérents à venir chercher poireaux, salades et navets de la région. Oui, ça me donne bonne conscience. Je pense que c'est une bonne chose. Et ça a vocation à se développer, je l'espère en tout cas. Le transport fluvial a le vent en poupe. On dit même que ce serait la solution miracle à tous nos problèmes de pollution. Avec 8500 km de canaux, de rivières et de fleuves, la France compte le plus grand réseau de voies navigables en Europe. Presque tout le pays peut être desservi par bateau. Que ce soit pour le tourisme, les marchandises ou le BTP, le fret fluvial est une vraie alternative aux routiers ou aux rails. En novembre dernier, avec la COP21, ce type de transport a été mis en avant. Le gouvernement a d'ailleurs lancé un plan d'investissement exceptionnel en 2016. Alors l'eau est-elle l'avenir du transport? Dans ce supermarché parisien, 70% des produits secs sont acheminés par bateau. Et c'est le cas de la moitié des magasins parisiens de cette enseigne. En revanche, pour le dernier kilomètre entre la Seine et le magasin, c'est toujours un camion qui livre. Mais le fluvial a une telle image que ce mode de transport est un argument que la société est fière d'afficher sur ses véhicules. Tout commence à 30 km au sud-est de Paris, au port de Bonneuil-sur-Marne, là où sont stockées les marchandises. Cela fait 4 ans que le système a été mis en place et c'est Stéphane Thuot, le directeur logistique qui pilote les opérations. Stéphane. Sébastien. Enchanté. Le chargement se passe bien, ça va? On est prêt à embarquer? Oui. Bon, très bien. Chaque jour, 30 containers sont ainsi chargés dans la barge pour approvisionner les magasins parisiens. Alors là, on a presque fini le chargement. Là. Il reste, il y a encore 2 caisses là-bas. En passant par le fleuve, Stéphane Thuot n'a plus le souci des embouteillages. On gagne du temps et surtout on fiabilise les tournées. Les magasins aiment bien être livrés à un horaire précis, dans la mesure où eux font aussi venir leur personnel pour décharger la marchandise, la mettre en rayon, etc., etc. Et donc on est obligé de garantir un créneau de livraison qui est fiable. Aujourd'hui, ce transport lui revient à 400 € par container. C'est 2 fois plus cher que la route. Mais dans quelques jours, il va augmenter le nombre de containers à chaque voyage. En optimisant ainsi le chargement, le trajet lui coûtera le même prix qu'un camion. Et il approvisionnera ainsi les 350 magasins de la capitale. Sébastien est le propriétaire du bateau. Il fait la traversée chaque jour. Et il doit rester extrêmement vigilant. Car il n'y a peut-être pas beaucoup de circulation sur le fleuve, mais le trajet semé d'embûches. T'es en train de resserrer à gauche, j'ai un bon 90, tu repars léger à droite. Une erreur de pilotage serait fatale et pour le navire et pour l'écluse. Essaye de le faire resserrer à gauche, mais ton alignement il est correct. C'est ma femme qui me donne toutes les infos sur le côté gauche. Pour les masses d'entrée. C'est une deuxième paire de yeux. Parce que c'est vrai que cette écluse-là est plus basse. 90 devant, 1 mètre aux masses d'entrée. Tout au long des 22 km, un autre pari s'offre aux yeux de Sébastien. Mais pas question de se laisser distraire. Les ponts de la capitale sont traîtres. Pourquoi vous baissez autant? Alors, selon la crue, on va avoir besoin de baisser donc, la partie supérieure et pouvoir passer en dessous les ponts. Sinon, c'est... Sinon, impossible de passer, donc on est obligé d'arrêter le service plus tôt. Après 2h30 de navigation,
Sébastien arrive enfin à bon port, au pied de la Tour Eiffel. Ce trajet a permis d'éviter 30 camions supplémentaires sur des routes déjà bien engorgées. Chaque année, c'est l'équivalent de 10 000 km parcourus sur la route et autant de pollution en moins. Au petit matin, il faut maintenant assurer la livraison entre le quai et les points de vente. C'est une des grosses contraintes de ce mode de transport qui demande beaucoup d'organisation. Actuellement, cette enseigne est la seule à livrer des supermarchés par le fleuve. Pourtant, au siècle dernier, le bateau était un moyen de transport très développé. Des milliers de bateliers, c'est-à-dire des propriétaires de péniches, transportaient les marchandises aux 4 coins du pays. Puis avec l'avènement du routier, les 3/4 ont abandonné le navire. Aujourd'hui, ils sont encore 1000 en circulation. Parmi eux, le Béchimo. Normalement, elle ne devrait pas se sauver. Pierre Dubourg, 52 ans. Il transporte essentiellement des céréales. Ces matières premières, c'est 5% du transport fluvial. Par là. Il faut bien regarder que le bateau soit droit des deux côtés. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Et là, ça va? Ça va pour l'instant, ouais. Aujourd'hui, dans sa soute, 250 tonnes de blé, l'équivalent de 10 camions. Avec sa femme Viviane, ils ont 5 jours pour convoyer le chargement jusqu'en Hollande. Le trajet en camion, lui, prendrait 3 heures. Pierre Dubourg sait bien que sa lenteur est donc son pire ennemi. Et là où il risque de perdre du temps, c'est au passage des écluses. Des fois, ça peut être très très long. Si on a un convoi devant nous qui est chargé lourd ou des trucs comme ça, on peut perdre facilement une bonne demi-journée ou une journée. Des fois, on a la chance, on passe assez rapidement et puis il suffit qu'il y a plusieurs bateaux qui se suivent et là, c'est le blocus, quoi. Sur ce trajet, il y a 7 écluses à passer. Alors hors de question de s'arrêter, même quand on croise les copains. Ça va? Ça va, Raymond? Comment? Vous n'arrêtez jamais? Très rarement, ça arrive, mais si on tombe le soir pour dormir, on va dire, là oui, mais voilà. Pourquoi vous n'arrêtez pas dans la journée? Pour les clients, toujours la même histoire pour le client, livrer le plus rapidement possible, d'être compétitif. En revanche, il y a un point commun avec la route, les péages. Lui aussi doit payer pour circuler. Bonjour. Donc le papier. Là, sur ces petits transports-là, je pense que là, une centaine d'euros à peu près. Quand c'est sur un grand trajet, comme du nord au sud, qu'on fait souvent, c'est 330 euros à peu près. S'il vous plaît. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Au revoir. En ne s'arrêtant jamais, évidemment, leur vie est à bord. Sous la cabine de pilotage, exactement. Donc on a une salle de bain. 25 mètres carrés habitables. Une chambre. Pas un de plus. Qui est en cours de réfection. Le lit fait 1,10 m. Vous fumez beaucoup? Oui, pour l'instant ça va. Malgré presque 30 ans de vie commune et mariage, ça va, on s'aime encore, donc on se sert. Là ici, la pièce à vivre, le salon, la cuisine, tout comme dans une maison. Les plaques, hôtes, frigo, enfin four. En vivant ainsi sur place, les journées de travail s'éternisent. Et rien ne les arrête. Sauf la nuit. Voilà, on coupe le contact. Et voilà. C'est fini. Maintenant, on va entendre des petits oiseaux chanter. Une fois leur charge payée, le couple gagne autour de 2 000 euros par mois. Ce n'est pas grand-chose compte tenu des horaires et surtout des sacrifices que cela demande. Le couple a par exemple une fille de 14 ans. À cause de l'école, elle est partie habiter chez l'une de ses tantes. C'est par téléphone qu'ils gardent le lien. Si on est loin, on est quand même prêt pour écouter et réconforter, et, échanger. On n'est pas toujours d'accord non plus, même au téléphone, mais donc quand même un contact. C'est un gros sacrifice pour la vie de famille. Ah oui, oui bien sûr. Hein. C'est certain. C'est le seul sacrifice, on dira. Mais c'est un gros sacrifice. Ils ont choisi de mener une vie de nomade, sans attache. Mais comme la plupart des bateliers, ils ont une voiture à bord. Et tous les 15 jours, ils la descendent sur la terre ferme.
De débarquer de temps en temps, même de faire les courses, tout ça, ça nous change un peu. Après, on deviendrait fou si on resterait... Puis il ne faut pas se couper du monde non plus. Viviane est heureuse. Elle part retrouver sa fille pour la journée. Bah, bonne route, hein. À ce soir. Une vie à la dure, qui pourtant attire. Ils sont des centaines chaque année à vouloir embrasser la carrière de batelier. Car le fret fluvial représente 56 millions de tonnes transportées chaque année. Certains font donc le pari que nos fleuves et nos rivières vont devenir les autoroutes de demain. À Tremblay-sur-Maudre, à l'ouest de Paris, voici l'une des 4 écoles de la batellerie en France. Allez, entrez. Ces élèves ont entre 16 et 18 ans et ils préparent leur bac pro. La formation est gratuite. Et on va travailler les fissures sur une corde. Au programme aujourd'hui, cours d'épissure. Ils vont apprendre à tisser une corde pour en faire une boucle d'amarrage. Un exercice qui a l'air plutôt simple pour Océane, fille et petite fille de batelier. C'est génération en génération. Mes parents sont mariés, mon grand-père était marié. C'est quelque chose qui se transmet tout simplement. Elle sera la 5e génération, un métier qu'elle a dans la peau. Jusqu'au bout. 50% des lycéens sont enfants de bateliers. Pour les autres, il faut tout apprendre. Non, ça c'est pas propre ça. Comme Axel, le jeune homme ne se voyait pas passer sa vie derrière un bureau. Je préférais être à l'air libre et puis faire quelque chose qui change à peu près, où on change régulièrement, on ne fait pas tout le temps les mêmes choses à la même heure. Voilà, donc c'est pour ça. Et avec un peu de persévérance... Pour une première, c'est plutôt pas mal. La formation est plus dense qu'elle n'y paraît. 3 ans d'études où il faut maîtriser le cordage, la mécanique et l'entraînement sur simulateur. Mais le plus compliqué, c'est de piloter en vrai. Pour s'exercer, ils ont un bateau-école. Et pour la première fois, Océane va devoir passer une écluse avec l'aide de son professeur. T'es VHF. Sur le 10 ? Oui. Un petit peu en stress, mais bon, ça devrait aller. Vas-y, accélère. La jeune fille semble confiante. Tribord sur la marche avant. À la proue du bateau, Axel, lui, est bien content d'avoir passé son tour. Reviens un peu sur bâbord. Normalement, j'aurais dû le faire, mais je préfère laisser faire Océane, elle a plus l'habitude et tout. Puis déjà qu'hier au simulateur, c'était la galère, alors en vrai, il faudrait pas que je fasse pareil, ce serait dommage. Reviens légèrement sur tribord. Réduis tes 2 moteurs. À 17 ans, Océane n'a pas le droit de conduire une voiture, mais elle peut piloter une péniche de 39 mètres de long. Tu vas passer ton moteur bâbord en marche arrière. C'est bien débrouillé ? Très bien. Ouais, ça va. Ouais. On dirait de le faire toute seule, là. Peut-être encore aller une fois ou deux avec un prof, mais sinon, après, pourquoi pas. Non, mais ça a été quand même. Ces élèves rêvent tous d'avoir un jour leur propre bateau et d'épouser la vie de batelier. L'année dernière, le transport fluvial a permis de supprimer l'équivalent de 2,5 millions de camions sur nos routes. Voilà pour ce grand reportage. Alors on l'a compris, la volonté politique est là, mais la France est très en retard en matière de trafic fluvial par rapport à ses voisins néerlandais et allemands. 4% du trafic global en France contre 31% aux Pays-Bas. Merci de votre fidélité, ne bougez pas, dans un instant vos programmes continuent sur France 2. Et n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.